point effectif, Fred, comme d'habitude? Oui. Toujours le pauvre Arthur qui est gêné par son dos. Ça veut dire fin de saison pour lui, a priori? Oui, il y a de grandes chances que ce soit terminé et que justement on profite de ce dernier mois pour mettre en place des protocoles, mais ça c'est le staff médical qui gère, bien sûr. Il s'est fait ça comment d'ailleurs, ces blessures? C'est des douleurs à répétition au dos et voilà, qui ont réveillé des inflammations, des choses comme ça. Donc il y aura un protocole mis en place et avec pour objectif qu'il soit là à la reprise la saison prochaine. Arthur Lalias, on est d'accord? Oui, Arthur Lalias. Excusez-moi pour ceux qui viennent une fois de temps en temps. C'est le seul absent? Ouais, sinon tout le monde est sur le pont. C'est une bonne chose. Vous sortez de 2 matchs, je ne sais pas si on peut dire si les résultats ils ont été positifs, mais quand même vous prenez des points, vous avancez, c'est le terme que vous avez employé après Guingamp. C'est quand même une semaine sur le plan du moral qui a été un peu positive. C'est toujours positif lorsqu'on arrive à prendre un point à l'extérieur face à une très très belle équipe de Guingamp. Donc ça c'est forcément un booster de morale. On avance, la vie c'est le mouvement, donc on est en vie, c'est le principal. Et comme je l'ai dit après le match, on n'avance pas aussi vite qu'on l'on souhaite, mais on avance. Et ça c'est quand même important d'avancer à ces moments-là du championnat. Sans dire que c'est plié, le maintien est quand même en très très bonne voie aujourd'hui. Est-ce que l'objectif avec une seule victoire en 2026, c'est quand même d'aller chercher un peu plus de succès sur ces derniers matchs? Depuis qu'on a repris la responsabilité du groupe pro avec le staff, c'est ce qu'on souhaite, c'est aller chercher cette victoire et aller acquérir nous-mêmes ce maintien. Donc on est focalisé là-dessus. On sait qu'on a des gros matchs qui nous attendent face à des très belles équipes qui jouent encore quelque chose. Donc c'est des matchs très intéressants. Ça va être des matchs très compliqués, très durs. Mais les gars, dans la tête et dans le corps, ils sont prêts à affronter ce genre de rencontre. Paradoxalement, malgré votre saison moyenne, vous n'avez jamais perdu par exemple contre un relégué de Ligue 1 cette année. Est-ce qu'il y a des raisons rationnelles qui l'expliquent? L'autre jour, avec notre IA du staff, Arnaud Gentil, qui est responsable, qui fait des stats dans tous les sens. Des fois, on se demande s'il ne fait pas des stats sur ce qu'on mange le midi ensemble. Mais c'est vrai que c'est très paradoxal parce que par exemple, sur le dernier tiers, on n'a pas fait de très bons résultats. Alors que c'est pas les 2 tiers, c'est même le premier tiers, on est souvent sur des confrontations aller-retour avec des résultats positifs. Quand on voit qu'on a pris 2 points à Saint-Étienne, quand on voit qu'on a pris 4 points à Reims, des choses comme ça. Donc c'est rationnel. Je pense qu'à un moment, il y a un niveau de concentration qui se met au max. Il y a un niveau de vigilance qui se met au max. Pour plein de raisons, parce qu'on joue une belle équipe, souvent aussi parce que c'est des fois télévisé, donc les mecs ils n'ont pas envie individuellement de passer à travers, et forcément ça joue. Alors ce qui n'est pas normal, c'est que ce degré de vigilance et de concentration, il ne soit pas mis à tous les matchs. Voilà. Pour prendre un exemple très concret, tu peux estimer par exemple que les erreurs sur les buts contre Clermont, sur coup de pied arrêté, vous ne les faites pas contre Saint-Étienne? Je sais pas, le foot il n'est pas science infuse, mais oui, peut-être qu'inconsciemment le degré de vigilance il est élevé. C'est même pas peut-être. Il est plus élevé, c'est sûr. Maintenant, je le redis, c'est pas normal justement qu'il y ait cette différence de concentration. Nous, dans notre posture, on peut pas se dire ce match-là il va être plus facile, ce match-là il est plus important. Non, il y a des concurrents qui ont tous la même valeur, qui sont en Ligue 2, un championnat qui n'a jamais été aussi indécis, que ce soit en haut et en bas. Donc
pour ces matchs-là, voilà, on doit travailler aussi là-dessus. On a essayé de mettre le doigt un peu là-dessus sur la concentration qu'on doit avoir et qui amène une efficacité défensive, mais aussi bien sûr offensive. Comment vous voyez l'équipe de Montpellier qui n'est pas dans le top 5 à l'heure actuelle, qui n'est pas si loin que ça, mais je ne sais pas s'ils peuvent encore accrocher cet objectif-là? Les derniers résultats ne nous arrangent pas trop parce que ça les ramène forcément dans cette optique du top 5. Quand on voit les joueurs qui composent cette équipe, c'est des joueurs qui ont pour beaucoup connu la Ligue 1. Donc forcément des joueurs de qualité, avec un coach de qualité, avec des idées de jeu bien précises, avec à des joueurs, à des postes clés, des joueurs très importants. Ils ont une charnière centrale de très haut niveau. Ils ont un buteur, il est chirurgical. Hein, donc, quand le ballon est dans la surface, il n'a pas besoin d'un mètre. Hein, donc voilà. Et puis ils ont des joueurs qui amènent cette connexion entre la ligne arrière et les offensifs qui sont de très bonne qualité. Donc ça va être un match encore, on le sait, très difficile, où il faudra garder cette valeur d'unité et de solidarité défensive, mais y ajouter aussi cette touche technique. On a mis le doigt là-dessus aussi sur notre retour de match, où on avait bien défendu, on avait eu un bloc vraiment compact dans tous les sens du terme, mais qu'on avait passé beaucoup de temps à défendre, parce qu'on n'avait pas bien utilisé le ballon. Bien défendre, c'est bien attaquer, ou pour bien défendre, il faut bien attaquer sur le match de Guingamp. Donc on a mis l'accent là-dessus, sur ne pas subir, et pour ne pas subir ou moins défendre, il faut essayer d'avoir le ballon et l'utiliser du mieux possible. Ce qui t'a le plus dérangé, c'est des erreurs de transmission, de ne pas savoir mettre un peu plus le pied sur le ballon, prenant moins de risques par exemple? En fait, quand tu analyses le match, c'est un peu un tout. Quand on récupère des ballons, il y a eu des mauvais choix. Voilà. Il y a eu des erreurs techniques aussi. Mais il y a eu aussi beaucoup de la disponibilité des joueurs dans le secteur proche de la zone de récupération, mais aussi sur des zones en diagonale à l'opposé, sur des profondeurs, des choses comme ça. Donc, je le dis souvent, c'est l'histoire du timing. Hein. Tout le monde, les 11 joueurs dans la même phase de jeu. Et sur le match de Guingamp, il y a eu trop de manque à ce niveau-là. Oui, tu n'incrimines pas que les passeurs, il y a aussi le rôle des récepteurs. Il y a la disponibilité des joueurs qui est importante. Le porteur, il peut être le meilleur techniquement, s'il a zéro solution de passe, ça va être compliqué. Il va pouvoir faire un dribble, 2 dribbles, et puis généralement, après, c'est compliqué. Donc, on a mis l'accent là-dessus, on a beaucoup travaillé là-dessus. Je le répète, mais c'est un peu notre cheval de bataille. Où on la récupère, comment on la récupère, et en fonction de ça, quelle réaction doit avoir le groupe. Pas un joueur, 2 joueurs, mais l'ensemble du groupe. Donc, parce que plus tu vas récupérer le ballon, plus tu vas progresser, plus tu vas permettre de souffler un peu défensivement et mettre en place ton jeu. Et contre Guingamp, les gars ont été vraiment dans l'esprit défensif, dans l'esprit de garder ce point, même si on aurait pu, avec un peu plus de lucidité, peut-être empocher les 3 points. Mais à un moment, comme je l'ai dit aussi, quand on n'arrive pas à le gagner, il ne faut pas le perdre. Et il y a eu cette générosité de ceux qui ont débuté, de ceux qui sont entrés. Donc, garder ça, mais avec la volonté de tenir le ballon. Ce que vous dites, ça peut induire un changement de tactique, de positionnement sur le terrain, ou c'est surtout une question d'animation et d'état d'esprit? C'est d'animation et d'état d'esprit et de disponibilité. La disponibilité, elle peut être défensive aussi, hein, se rendre disponible pour couvrir, pour cadrer, voilà, mais c'est aussi se rendre disponible au pluriel, hein, voilà, qui est que le porteur de balle, il est au moins 2 solutions de passe. S'il en a qu'une, c'est très facile à défendre. 2, c'est plus compliqué. 3, ça augmente le degré d'incertitude par rapport pour l'équipe adverse. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je récupère où, comment. La première passe, je la verticalise, je la sécurise, j'aère. Mais pour la verticaliser, il faut avoir un joueur concerné en haut. Pour
pour la latéraliser et la sortir de la zone de pression, il faut avoir un joueur concerné à l'opposé du jeu. La sécuriser, pareil, des joueurs disponibles en dessous le porteur. Donc c'est vraiment cette disponibilité-là qui va, je pense, aussi à un moment mettre moins de pression au porteur de balle. Sachant qu'il aura plus de solutions, le stress va être moins présent, il va être plus relâché et forcément plus habile sur l'utilisation du ballon. Comment vous bossez ça un peu au quotidien? Est-ce qu'il y a besoin d'être visuel avec de la vidéo, des tableaux blancs avec aimant, ou est-ce que c'est de l'explication aux joueurs orale? Je pense que c'est un groupe qui a beaucoup besoin de repères, beaucoup besoin d'explications. Il y a des groupes qui sont auditifs, d'autres visuels. Je pense que c'est un groupe qui est très visuel. C'est un groupe qui est jeune par rapport au nombre de matchs de Ligue 2, donc c'est un groupe sur lequel il faut amener un maximum de renseignements, un maximum de confiance, et donc c'est souvent des jeux avec des zones, leur donner des repères. Voilà, là on essaye de faire ça, là on privilégie ça, des choses comme ça. Et tout après, du terrain du coup. Oui, il y a l'analyse, voilà, des choses bien précises. Qu'est-ce qui a pêché, qu'est-ce qui a été très bien fait, on l'a bien sûr mis en exergue. Les quelques fois à Guingamp, on a réussi à faire droite-gauche, c'est là qu'on a obtenu des coups francs, qu'on a été en capacité de se créer des occasions. Ce que je disais tout à l'heure, les pertes de balles un peu trop rapides qui permettent pas au bloc de souffler, de remonter, donc de reprendre à une deuxième pression et d'être en bloc bas. Mais c'est donner un maximum de repères, et après c'est eux qui jouent. C'est la disponibilité, comme je le dis, je le répète, mais c'est l'utilisation du ballon. C'est là-dessus qu'on a travaillé, tout en gardant cette volonté de bien défendre. Mais pour bien défendre, je pense qu'aussi il faut bien attaquer. Et plus on a le ballon, mieux on est en capacité déjà de s'aérer défensivement quand je dis s'aérer, c'est vraiment au premier sens du terme. C'est que quand vous défendez pendant 1 minute le ballon, quand vous la récupérez, qu'en 10 secondes après vous la reperdez, des fois ça fait un peu mal à la tête. Donc les gars ils sont sortis frustrés de ne pas avoir pris la possibilité d'avoir pris les 3 points à Guingamp, mais d'être heureux d'avoir gardé ce point. Mais ils étaient aussi usés athlétiquement parce qu'il y a une grosse débauche d'énergie. Et puis ils étaient un peu vidés mentalement parce qu'il y a une grosse concentration face à une équipe de Guingamp qui a un taux de possession très haut et qui est tout le temps en train de bouger, beaucoup de mouvements perpétuels. Donc il faut tout le temps être bien concerné par rapport à son rôle dans la ligne, par rapport à ses adversaires. Donc voilà, c'est là-dessus, on l'a mis encore en exergue, on l'a travaillé pour le bonifier encore, mais on a aussi essayé d'être plus habile dans l'utilisation du ballon. Ouais, moi j'avais juste une petite question Oui, sur la fin de saison. Vous l'avez dit, il reste 4 équipes qui ont encore des choses à jouer sur le haut du tableau. Est-ce que c'est source de motivation supplémentaire, le fait de pouvoir jouer un peu sur la course à la montée indirectement? C'est surtout, déjà c'est motivationnel. Ça c'est quand vous avez la chance de jouer Montpellier, Le Mans samedi prochain, forcément, et les autres bien sûr, mais c'est une source de motivation extrême. Et il y a aussi quelque chose qui est primordial, c'est de respecter le football et respecter le championnat. C'est-à-dire que plus tôt on sera maintenu, tant mieux ça sera. Par contre, derrière, il n'y aura pas de décompression. Parce que si à un moment on est maintenu et qu'indirectement ou directement on a un rôle d'arbitre à jouer, il ne faut pas le galvauder ce rôle. Il faut être respectueux du football, respectueux du championnat, respectueux de tous les clubs qui composent ce championnat, parce qu'il y a des moments, c'est un club qui joue la tête, un autre moment c'est un club qui joue un peu sa survie, et ce qu'on espère c'est que chaque équipe, chaque club soit réglo. Donc la régularité et le respect du football, il est primordial. Donc une source de motivation certainement, mais aussi un respect fort de finir et de jouer tous les matchs comme si nous et encore à l'heure actuelle on a encore plein de choses à jouer, le maintien, la chose la plus importante. Une petite question quand même sur Mathieu Mion qui va vous succéder là. Ouais. C'est un garçon qui arrive en début de saison, qui a eu pas forcément beaucoup de temps de jeu sur la première partie de saison. J'ai envie de dire, il avait un peu les miettes, peut-être en exagérant, mais voilà. Puis petit à petit,
il gagne du temps de jeu avec, déjà avec le coach précédent, maintenant avec vous. Enfin, il s'acclimate petit à petit à la Ligue 2. Alors par expérience, je commence à en avoir un peu sur les bancs de Ligue 2, il n'y a pas beaucoup de joueurs de national, même confirmés, quand ils basculent dans un groupe de Ligue 2, qui arrivent à s'imposer tout de suite. Il y a des joueurs qui ont besoin de 6 mois, des joueurs qui ont besoin d'une année complète. Il y a aussi quel était son statut à Rouen. C'était un leader, c'était un joueur sur lequel le public comptait beaucoup, qui amenait beaucoup, qui était soutenu par le public. Et quand on arrive à Grenoble, bon, on a tout approuvé. Donc il y a un peu une remise en question qui n'est pas forcément facile. Il y avait aussi un système différent. À Rouen, il jouait à 4. On a démarré la saison à 5. Et le rôle de latéral et de piston, il n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Il y a d'autres qualités athlétiques, il y a d'autres qualités tactiques. Donc je pense il avait besoin de digérer tout ça. Mais on n'a jamais douté de lui. La preuve, il est là. Et à lui, comme je l'ai dit à chacun, quand à un moment on vous donne les cartes, c'est-à-dire débuter le match, bah, le truc c'est, je donne les cartes, je les rends pas quoi. On me donne les cartes, je les garde précieusement. Donc c'est à un moment, c'est à lui de crocher dedans. Et il croche dedans en ce moment. C'est vrai que son début de match à Guingamp, il a été un peu compliqué. Je lui ai dit à la mi-temps qu'à un moment, on le trouvait un peu loin défensivement. Mais à partir du moment où il fait le sauvetage en première mi-temps, son match, ça a été presque un déclic. Son match, il a basculé. Et derrière, on a retrouvé le Mathieu Mion que l'on avait observé à l'intersaison quand il jouait à Rouen. C'est-à-dire agressif, proche, capable de répéter les efforts, une mentalité de gagnant, de gars qui s'accroche, qui ne veut pas être pris à défaut défensivement. Donc voilà, c'est ce qu'on demande à ce type de joueur, et pour l'instant il répond présent, et c'est bien parce que ça met une saine émulsion aussi, une saine concurrence dans le groupe. Chacun doit apporter le maximum, parce que derrière, en fait, derrière il n'y a pas un remplaçant, il y a un joueur qui a les mêmes qualités, et que moi l'idéal c'est que, enfin nous l'idéal dans le staff c'est de se dire que ce soit Mathieu et Mix, que ce soit Gaëtan, Shakil, enfin bref, voilà, il n'y a pas de problème, c'est des joueurs de qualité, qu'on en mette un, qu'on en mette d'autres. Gaëtan, il a d'autres qualités que Shakil n'a pas, Shakil a d'autres qualités que Gaëtan n'a pas, mais à un moment il y a un amalgame par rapport à des matchs, par rapport à des associations qui sont importantes, mais on n'ampute pas l'équipe parce que c'est un tel joueur qui ne joue pas et l'autre joue, donc c'est dans cet état d'esprit qu'on souhaite que l'ensemble du groupe soit. Ton directeur général disait en début de saison qu'il y avait peut-être trop de titulaires que numéro 1 aujourd'hui. Quel est ton regard un peu sur cet aspect-là? Est-ce que c'est un plus pour toi de pouvoir compter sur des joueurs, ou en termes de gestion humaine ça apporte peut-être des complications? Alors j'ai envie de rajouter un terme, peut-être trop de titulaires, ou peut-être trop de joueurs qui se pensent titulaires. Des fois c'est pas totalement la même chose. Il y a, je pense, des titulaires dans un groupe, et il y a des joueurs qui arrivent, et c'est à eux de gagner leur place de titulaire. Et ça se gagne par le travail, la résilience, l'endurance mentale. Je suis pas dans le groupe, je vais jouer en réserve, je me donne à fond parce que ça va me servir quand on va faire appel à moi, enfin des choses comme ça. Donc je sais pas s'il y avait trop de titulaires. Par contre, avec mon expérience, peut-être qu'il y avait trop de joueurs qui pensaient pouvoir être titulaires. Et forcément, quand tu les prends pas, plutôt que de se dire je bosse et la prochaine fois c'est pas grave, quand je bosse et quand on fera appel à moi je serai prêt, ils avaient un peu ce côté un peu je suis déçu, et leur réaction elle était pas des fois elle était pas immédiate, donc ils perdaient parfois 3-4 jours, parfois une semaine et des fois une semaine dans une saison. Une fois j'avais une discussion avec Shakil, pas à ce sujet-là, mais au sujet de ses qualités. Je disais, tu sais, un joueur ne peut pas se permettre de rater une séance, ou de laisser de côté une séance par semaine, parce que il y a 42 ou 43 semaines de travail. À la fin, ça fait 43 séances, et si ton concurrent il fait 43 séances de plus, il progresse lui. Donc
L'idée, c'est qu'on débute, qu'on soit sur le banc, qu'on finisse ou qu'on ne soit pas dans le groupe. L'idée, elle est de bosser pour être au top de sa forme quand on va faire appel à ce joueur. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre. Se préparer pour demain. Et moi, j'ai envie de... Je l'ai un peu vécu comme ça dans ma carrière de joueur. Je partais pas forcément titulaire. Par contre, j'étais un débile dans le travail. Si le gardien numéro 1 il faisait 100 plongeons, ben moi je voulais en faire 101. Si on faisait 101, voulais faire 102. Mais j'aimerais bien que... Voilà, et on essaye d'insuffler ça à ce groupe. C'est-à-dire qu'on bosse, on calcule pas. On se donne un moment, ben on prend un groupe. Staff et moi, on prend un groupe. Mais les joueurs qui n'y sont pas, c'est pas des pestiférés. C'est parce que des fois, c'est technique, tactique, c'est des associations de joueurs, mais ils font partie du groupe de Ligue 2 du Grenoble Foot 38. Et s'ils font partie de ce groupe-là, c'est qu'ils ont de la qualité. Donc à eux de maintenir cette qualité au plus haut point pour que chaque semaine, on soit, lui, il mérite, qu'on s'arrache un peu les cheveux. C'est casse-pied à faire, mais c'est aussi le rôle d'un staff. Et c'est une bonne réflexion, même si elle nous prend la tête, elle nous réveille la nuit, mais c'est une bonne réflexion. Vous partez dès cet après-midi Ouais, à Montpellier ? Ouais, début d'après-midi, 15h. Comme c'est un des plus courts déplacements, est-ce qu'il peut y avoir la tentation des fois de le faire sur la journée ou Non. Le club nous met quand même dans les meilleures dispositions pour se déplacer. Alors on peut toujours faire mieux, mais quand il faut prendre l'avion, on prend l'avion privé. On a une société de cars qui nous met à disposition un car confort. Donc de ce côté-là, on est souvent bien logé, bonne restauration. Je sais que la direction et Greg, qui s'occupe de gérer tous nos déplacements, ils nous mettent vraiment dans les meilleures dispositions pour préparer les matchs. Il n'y a aucun souci. Moi j'avais une question. Bien sûr. Je fais un sujet sur l'avenir du Stade des Alpes. Oui. Et le fait que souvent il traîne à être rempli pour faire une grande affiche. Comment vous vivez ça et le fait qu'il y ait un désamour du grand public pour le club? Alors, des amours, je sais pas, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais c'est sûr que pour les joueurs, c'est motivant. Quand vous jouez contre Saint-Etienne, même s'il y a beaucoup de Stéphanois, le footballeur, il aime bien rentrer dans un stade où ça chante, ça siffle, on se fait un peu des fois chahuter, mais on joue pour ça aussi, pour ces émotions-là, pour les partager, pour des fois contrecarrer une petite hostilité adverse mise en place par les supporters, mais voilà, ça c'est le foot. Mais c'est à nous d'attirer les joueurs. L'autre fois, on parlait avec le staff. On a envie d'avoir une équipe sympathique, mais sympathique, c'est pas une équipe de rigolo. Non, c'est une équipe sympathique à voir jouer. Une équipe sympathique, c'est une équipe proche de ses supporters. Moi, je trouve que des fois, on aseptise un peu trop le footballeur. On met des barrières pour empêcher le joueur. Enfin, il faut passer par là. Attention aux supporters. Non, le supporter, il vient pour voir le foot, mais il vient aussi pour être au contact des joueurs. Donc, à nous, quand je dis à nous, c'est le staff, le groupe de joueurs, le club en général, de rendre cette équipe sympathique dans le jeu, sympathique dans la communication et accessible. Le supporter, il a besoin du joueur et le joueur, il a besoin du supporter. C'est pas deux familles différentes, c'est deux familles qui doivent vivre ensemble. Et j'aime pas faire le vieux combattant, mais quand j'étais à Grenoble, on croisait des gens dans la rue, on croisait des gens après les matchs, on allait boire des canons avec des supporters. On n'en était pas plus mauvais, peut-être on en était meilleur, parce que on savait pour qui, des fois on était capable de mettre un visage pour qui on allait se battre aussi. La direction, la famille, mais les supporters, des fois c'est bien aussi de savoir qui vient au stade, qui met un peu d'argent dans un contexte économique difficile, qui met un peu d'argent pour venir au match. Et si j'ai la chance un jour d'être avec le staff en responsabilité d'une équipe, j'aimerais bien amener cette sympathie où chacun se
est au contact et chacun se booste et chacun. Et après, la sympathie, elle est aussi dans le jeu. Mettre un football vers l'avant, des prises de risques. Quand vous voyez Rodez, par exemple, ils prennent beaucoup de buts, mais ils en marquent beaucoup. Voilà, il faut trouver juste le bon équilibre entre des prises de risques pour que ce soit pétillant et des prises de risques pour pas flinguer vos matchs à chaque rencontre, quoi. Donc voilà, le désamour, je suis pas d'accord avec ce terme-là, mais par contre, je suis d'accord avec vous que c'est à nous d'avoir une équipe sympathique, mais sympathique footballistiquement et sympathique dans le contact. Ça veut dire qu'à titre personnel, tu regrettes par exemple que les supporters au centre d'entraînement aient été un peu éloignés? C'est des choses qui peuvent être réfléchies à l'avenir? Il y a une décision de la direction, donc je la respecte. Moi, ça me dérange pas que les supporters viennent, discutent avec les joueurs à partir du moment où c'est respectueux. Moi, ça me dérange lorsque, et je me suis déjà pris le bec avec un ou deux, j'ai pas peur de le dire, des supporters qui venaient là et puis qui étaient tout le temps en train, même sur des jeux à l'entraînement, de temps en temps un peu critiquer un joueur. Et ça m'est arrivé à 2-3 fois de leur dire, les gars, supporter, le supporter, c'est supporter, c'est encourager. Si tu estimes que ce joueur-là n'est pas bon, c'est ton droit. Par contre, tu es au bord du terrain, tu le gardes pour toi et tu envoies des messages positifs, ou alors tu te tais. Voilà. Mais moi, le contact avec les supporters, à partir du moment où on est dans l'échange, dans le respect, on dit nos choses, ils disent leurs choses, il y a une espèce de compréhension mutuelle des problèmes de chacun, et là encore, ça amène de la proximité. Et des fois, ça peut éviter aussi des tensions entre des supporters et une équipe. Ok, ouais, mais c'est des bons mecs, ils se battent tous les jours à l'entraînement, il n'y a personne qui triche, ils font des bonnes séances. Des fois aussi, ça amène pas des amours, mais un amour aussi de ce groupe, quoi, parce que les gens, ils s'identifient à cet état d'esprit, à ce côté sympa, accessible. Donc ouais, c'est un peu comme ça que je vois le foot. Et je trouve que à l'heure actuelle, on l'aseptise un peu trop. Et pour moi, encore, je le répète, le club a besoin des supporters, le supporter a besoin du club, le club a besoin de ses joueurs, les joueurs ont besoin du club et les joueurs ont besoin des supporters. Il y a un triangle ou même des fois un carré parce qu'il y a des partenaires qui ont aussi... le club a besoin de ses partenaires, donc des fois ça peut faire un carré, un triangle, un losange, il y a plein de pointes, mais ils sont tous liés. Donc c'est ça le plus important. Encore un dispositif tactique. Ouais, 4-4 de losange, c'est pas mon favori, mais bon. On fait avec. Merci en tout cas pour vos questions. Merci. Mathieu, quel regard déjà tu portes un peu sur ta saison à toi globalement, sur ta découverte de la Ligue 2? Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce que tu t'attendais un peu à ce genre de saison-là? Non, il n'y a jamais de déception. Moi, le premier mot qui me vient, c'est j'irai enrichissant. Voilà, c'était ma première saison en Ligue 2, j'apprends. J'ai découvert un petit peu le niveau, la division, les stades aussi, les différentes ambiances, les contextes. C'est toujours enrichissant de découvrir. C'est aussi un style de jeu différent de la nationale où il y a différents principes tactiques et techniques et physiques aussi qui sont à prendre en jeu. Donc non, plutôt content, même si voilà, au niveau du temps de jeu, c'est pas vraiment je suis pas celui qui a joué le plus de minutes, je suis pas celui qui a fait le plus de titularisation, mais à chaque fois qu'on a fait appel à moi, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai toujours essayé d'aider l'équipe un maximum pour rendre la meilleure copie parfaite. Le petit objectif personnel sur la fin de saison, c'est le temps de jeu, forcément, essayer d'en gratter un maximum pour emmagasiner le plus possible. À partir du moment où le coach me fera confiance, ce sera comme le même état d'esprit que j'ai depuis le début, c'est de lui rendre l'appareil et d'être le plus performant possible pour gratter des minutes et des titularisations jusqu'à la fin de saison. C'est l'objectif. Ces derniers temps, même si tu joues pas tous les matchs, tu joues quand même un peu plus que sur la première partie de saison. On imagine que c'est plus facile de pouvoir enchaîner, d'avoir moins de coupures entre tes apparitions. Ouais. Après, justement, en ce moment, j'ai un petit peu des petits pépins à droite à gauche. J'ai eu la naissance de ma fille il y a un mois, j'ai un petit peu des petits pépins. Il y a 2 semaines, j'ai eu un petit pépin aussi familial qui fait que je peux pas vraiment enchaîner tant que ça.
Là, ce week-end sera l'occasion vraiment d'enchaîner deux matchs de suite depuis un certain moment quand même. La semaine dernière, j'ai aussi fait 90 minutes, c'est quand même assez rare dans la saison pour le souligner. Donc voilà. L'entraîneur nous disait que le début de match n'avait pas été satisfaisant, mais à partir du moment où tu as sauvé sur la ligne, il a retrouvé le Mathieu Muon un peu qu'il connaissait. Est-ce que tu partages toi ce point de vue-là? Qu'est-ce qui a changé le sauvetage sur la ligne peut-être, je sais pas, en termes de combativité, ou ça a déclenché quelque chose ou... Bon, peut-être, ça c'est d'un avis extérieur. Après, moi, dès le début du match, j'ai toujours été appliqué, concentré pour être performant. Après, c'est sûr que ça, c'est un tournant, un marquant du match qui fait que peut-être que, inconsciemment ou consciemment, je sais pas, qui fait que je me mets plus dedans, ou plus concentré, plus appliqué. Mais dès le coup d'envoi du match, j'ai été appliqué pour faire un bon match. Comment tu vois celui à Montpellier demain? Aller chercher nous-mêmes le maintien. Enfin, d'après, je crois qu'il restera 3 matchs après celui de Montpellier. Donc on a 7 points d'avance si je me trompe pas. Si on gagne et que l'une des équipes fait un faux pas, je crois qu'on aura 10 points d'avance. Donc mathématiquement il restera 3 matchs, donc je pense que ça sera plié. Donc enfin aller chercher ce maintien nous-mêmes sans attendre les résultats des autres. Voilà. Paradoxalement, vous avez plutôt bien réussi contre les équipes du premier tiers, vous n'avez pas perdu contre les relégués de Ligue 1. Est-ce qu'il y a une explication un peu rationnelle de ton point de vue? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est plus simple de jouer contre des équipes peut-être qui vont faire le jeu ou Peut-être pas. J'ai pas la réponse, c'est peut-être du hasard. J'ai pas forcément la réponse à ta question. Peut-être que comme j'ai dit aussi inconsciemment, peut-être que comme c'est une plus grosse équipe, je pense qu'il faut aussi référence les 2 matchs contre Saint-Étienne, à l'extérieur à domicile, à Reims aussi. Ou voilà, comme c'est des plus grosses écuries, peut-être qu'on est un peu plus concerné parce qu'on dit que c'est un gros match et que peut-être pour se montrer aussi, mais peut-être c'est du hasard aussi. Enfin, moi en tout cas, mon cas personnel, c'est pas parce qu'on joue le dernier Bastia ou Laval ou Amiens où on joue Saint-Étienne que je vais appréhender le match différemment. À chaque match c'est 3 points. C'est pas parce que tu gagnes Saint-Étienne que tu as 8 points, que tu gagnes Laval que tu as 1 point. Pour moi c'est la même chose, mais peut-être que inconsciemment oui, ou peut-être que c'est que du hasard. Je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse. Mais... Montpellier, c'est une équipe qui a longtemps été en Ligue 1, qui a un stade de Ligue 1, on peut le dire. Est-ce que pour toi aussi qui découvre, je trouve que ça va être la première fois que tu vas jouer dans un stade comme ça, c'est encore plus motivant de jouer dans ce contexte-là? C'est ce que je disais en préambule avec Fred. En fait, je connais pas forcément tous les stades. Montpellier, j'ai jamais fait encore. Donc je vais découvrir. Je connais pas forcément le contexte, je connais pas l'ambiance, je connais pas le. Après, je sais que dans le sud de la France, en général, les stades ils sont un peu plus chauds qu'à la normale. Donc je vais découvrir demain et j'espère que ça sera une bonne surprise. Tu prêtes attention au stade à l'extérieur, au contexte, ou pas plus que ça? Non, c'est plus de la curiosité plutôt que de. Voilà, c'est vraiment pour découvrir un nouveau stade que j'ai encore jamais fait dans ma carrière. Qu'est-ce que tu penses de la Ligue 2 par rapport au national? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué spécialement? Est-ce que c'est la continuité mais un peu plus élevée? C'est beaucoup dans la tactique. Ouais. C'est beaucoup moins de phases de transition, je dirais, qu'en national. Au national, ça reste organisé, mais il y a beaucoup. Après, les dispositifs sont pas pareils aussi en national. C'est plus difficile de déséquilibrer quelque part l'adversaire, il y a plus de choses en place. C'est un peu plus en bloc en Ligue 2 qu'en national, c'est un peu plus décousu. En Ligue 2, c'est un peu plus réfléchi, un peu plus posé. C'est difficile de trouver des phases de transition où on peut faire du 80 mètres. Ça a influé sur ton jeu à toi, qui notamment a beaucoup de volume? On s'adapte forcément. On s'adapte en fonction du dispositif de l'adversaire, de comment nous on joue. On s'adapte en fonction de ça aussi. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué que c'était enrichissant aussi par rapport à ça, parce que ça augmente ma palette aussi dans un nouveau registre. À titre personnel, toi, tu as parlé d'enchaîner là, sur les 4 derniers matchs. Est-ce qu'il y a une volonté, justement, après cette saison de découverte, on va dire, de la Ligue 2, de devenir un cadre après du club sur la saison prochaine? J'ai une volonté, oui, de faire encore plus de matchs possible l'année prochaine et de montrer que là, cette année, on va dire, c'était plus une année de découverte, et l'année prochaine, de montrer que j'ai le niveau et que je suis capable d'assumer un rôle de cadre ou de joueur confirmé de Ligue 2. Enfin, pour être un joueur confirmé, il faut faire, on va dire, 50 matchs, mais pour montrer que je suis capable, oui. À Grenoble, le stade peine à être rempli pendant les matchs. Comment vous vivez ça et comment vous trouvez ça? Est-ce que ça a un impact? Après, on a toujours le groupe des supporters derrière la tribune qui sont toujours
toujours avec nous. Voilà, après, des fois, c'est en fonction des grosses affiches. Il y a plus ou moins de monde. Contre Saint-Etienne à domicile, il y avait beaucoup de curieux. On aimerait que le stade soit rempli, on va dire, comme Saint-Etienne, un peu tous les matchs à domicile. Après, on maîtrise pas ça, mais tant que. Comment je pourrais dire ça tant qu'on a le groupe de supporters qui nous. Je sais plus comment ça s'appelle. Red Chaos. Les Red Chaos, voilà. Tant que les Red Chaos sont derrière nous et qu'ils nous apportent leur soutien, nous on fera tout pour leur rendre l'appareil. Et au niveau du grand public, comment on fait pour aller les chercher, les rencontrer? Ah, bah ça je pense c'est aussi au niveau des résultats sportifs. Après il y a le commercial, etc. Ça c'est pas mon domaine. Mais nous ce qu'on peut à notre échelle c'est au niveau sportif à faire des résultats, à gagner des matchs et à être aussi plus haut au classement. Donc forcément ça créera de l'ambition collective et ça apportera de l'émulation au sein de la ville, au sein du stade. Et bah, après il y a d'autres échelles aussi commerciales au niveau sportif c'est les résultats. J'imagine, hors-jeu 38, j'imagine que tu suis encore un peu le national. Est-ce que le choix du cœur va parler pour une équipe plus que pour une autre sur la montée sur les dernières journées? Ou pas, c'est pas... dumb. Si tu me poses la question, c'est que t'as une idée quand même. J'ai une petite idée. C'est que t'as une petite idée. Parce que du coup, tu regardes toujours un peu plus Rouen pour poser la question directement. Et qu'est-ce que tu souhaites à tes anciens? Oui, non, c'est sûr que j'ai suivi toute la saison un peu de loin, mais de près quand même, parce que bon, j'ai passé des bonnes saisons là-bas et j'aimerais bien qu'ils arrivent au bout. Voilà, très bien les retrouver l'année prochaine concrètement en Ligue. Oui, non, mais ça c'est sûr, ça serait cool, mais bon, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut qu'ils finissent le travail, faut qu'ils fassent les résultats qu'ils font, qui puissent leur permettre de vivre une belle fin de saison, et c'est tout ce que je leur souhaite en tout cas.